Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va cette semaine? Très bien. Très bien. Oui. Bon, la pluie va nous laisser un peu de temps, hein. Je crois que ça fait combien de semaines qu'il pleut là? Ça fait 3-4 semaines, non? 4-5 semaines peut-être même, oui, c'est beaucoup. Hein. Comment ça se fait que sur Sans la Côte discontinuer. d'Azur, on a des temps comme ça, hein? Mais bon, Incroyable. c'est comme ça, il faut faire avec. Charlotte, allons-y, je crois qu'on va aux États-Unis. Ouais, en fait, on va partir globalement sur le continent nord-américain. D'accord. On va parler à la fois des États-Unis et du Canada. Donc, toujours dans cet esprit, mon Dieu, les noms de domaine en .us et en .ca ne sont pas soumis aux règles du DRP. Donc, comment est-ce que ça fonctionne quand on a un litige sur ce type de nom de domaine, sur ce type d'extension? Aux États-Unis, déjà, il existe des procédures quand même spécifiques qui se passent devant des organismes, des entités qui ont été approuvées par l'ICANN. Type OMPI par exemple, l'Organisation mondiale de la propriété industrielle qui peut rendre des décisions. Donc on se rapproche de l'IDRP déjà éventuellement. Et le NAF qui est le Forum d'arbitrage national aussi, qui est une entité reconnue pour gérer les litiges en matière de .us. Alors, aux États-Unis, la base d'une plainte, c'est une marque enregistrée, mais la particularité, c'est que ça peut aussi être une marque non enregistrée, puisque les États-Unis, c'est un pays de common law dans lequel on porte une attention particulière à l'usage. D'une manière générale, c'est pareil au niveau des marques. En fait, aux États-Unis, on peut avoir un droit de marque simplement du fait d'un usage sans que la marque ait été déposée, protégée, enregistrée, etc., etc. Donc, pour les noms de domaine, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on va pouvoir se baser sur une marque qui est simplement exploitée. Alors, exploitée pour distinguer des produits et services. Donc, il faut en fait que le nom sur lequel on revendique un droit soit utilisé dans une activité commerciale pour désigner tel ou tel produit ou tel service. D'accord. Dans le cadre de ces procédures pour les .us, heureusement, parce que c'est vraiment quelque chose d'important quand même, le nom de domaine est bloqué pendant toute la durée de la procédure, donc on ne peut pas le transférer encore une fois, on ne peut pas faire du tout de modification sur le WHOIS en fait. Est-ce qu'il y a des extensions dans lesquelles le nom reste utilisable pendant toute la durée? Oui, Ah malheureusement, on va le voir avec quelques spécificités dans certains pays. Ouais. Mais malheureusement, ça existe et ça peut vraiment compliquer les choses. Oui, ça cause des soucis. Pour les .us, la durée de la procédure est assez courte puisqu'on a une décision en 2 mois approximativement. Donc c'est assez rapide à partir toujours du moment où on a entamé la procédure. Grosso modo, on a environ 3 000 € de taxes, par contre, donc c'est relativement cher, avec des taxes qui augmentent, mais de manière dégressive, si on inclut dans la même plainte plusieurs noms de domaine. Et là, on paye en dollars, donc le prix varie en fonction du cours du dollar. Du cours du dollar, c'est pour ça que je dis que c'est approximativement 3 000 €. Voilà. Au niveau des honoraires, par contre, toujours pour le .us, on va passer par un avocat spécialisé et globalement, il faut compter de l'ordre de 3 500 € pour engager la plainte et suivre la plainte. Comme pour les procédures habituelles en matière de nom de domaine, en fait, il n'y a pas de plaidoirie, tout se fait par écrit, voire carrément via Internet, par email. Hein. Ce sont des procédures assez simplifiées. Et pour les États-Unis, un petit peu comme ce qu'on voit habituellement aussi, on a un panel d'experts spécialisés en propriété industrielle qui prend les décisions. Au niveau du Canada, donc pour le .ca, pareil, les règles du DRP ne s'appliquent pas, mais on a des procédures qui ont été mises en place qui s'en rapprochent aussi énormément. Alors pour le .ca, l'autorité compétente, c'est le CIRA. C'est le Canadian Internet Registration Authority. Pour ce type de plainte pour les .ca, on a des conditions qui se rapprochent encore une fois des règles du DRP. Il faut que le nom de domaine soit similaire, de nature à créer un risque de confusion avec un droit antérieur qui peut être une marque, un nom commercial, une dénomination sociale, qui soit encore en vigueur, bien entendu, au moment de la plainte. La deuxième condition, c'est qu'il faut que le nom de domaine ait été enregistré de mauvaise foi. Et la dernière condition, c'est que le détenteur du nom de domaine ne doit pas avoir d'intérêt légitime pour détenir ce nom de domaine en fait. La particularité quand même de la procédure au Canada, c'est justement que le nom de domaine, alors c'est bizarre parce que le nom de domaine n'est pas officiellement bloqué pendant la procédure, cependant le détenteur du nom de domaine n'a pas la possibilité de le transférer. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir d'autres modifications sur le WHOIS, mais pas de transfert de propriété. Donc c'est quand même le plus important, je dirais. Donc, il ne peut pas ni le transférer ni le retirer. Au niveau de la durée de la procédure, là, on a une décision entre 6 à 8 semaines, donc c'est encore assez rapide finalement. Et au niveau des frais, il faut compter en fonction en fait, de la durée de la procédure, c'est-à-dire est-ce que l'adversaire répond ou pas, est-ce qu'il y a vraiment des échanges d'argumentation sur le dossier ou non. Au niveau des taxes, on va avoir à peu près entre 1 300 et 2 600 €.
Et en moyenne, pour des honoraires d'avocat, encore une fois, ça va tourner autour de 1 700 €. D'accord. Voilà. C'est relativement raisonnable. Ça coûte de toute façon toujours moins cher qu'une procédure devant les tribunaux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bien évidemment, donc au Canada aussi, on peut engager une action devant les tribunaux. Encore une fois, c'est plus cher, c'est plus long, donc c'est pas forcément l'idéal. Donc vraiment, les procédures alternatives ont été créées pour ça, avec des experts qui sont plus que connaisseurs du domaine. Donc c'est toujours plus intéressant en général, à moins vraiment de vouloir solliciter et obtenir des dommages et intérêts. C'est toujours plus intéressant d'utiliser les procédures alternatives. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que les États-Unis ont préféré avoir une procédure séparée de l'UDRP qui, au départ, est partie quand même des États-Unis? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu cette scission? Précisément, je ne saurais pas vous dire, mais on sait que d'une manière générale, les États-Unis aiment bien garder leur indépendance sur les choses, ont du mal à se mettre dans des conventions internationales ou ce genre de choses. C'est peut-être ça qui explique la réticence des États-Unis à rentrer vraiment, à se soumettre complètement aux règles UDRP. D'accord. Bon, bah, très bien. Sonia, à rajouter quelque chose? Non, c'est très bien, ça paraît très clair. Magnifique. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.